Eh bien, bonjour à tous, et fou de connecter sur le chat. Déjà, merci beaucoup de l'invitation. Du coup, c'est sympa pour nous d'exprimer sur notre métier, parce que c'est quand même pas des endroits où on est souvent. Donc, c'est très chouette. Donc, nous, avec Valentin, on travaille donc, à la MOBA, qui est une coopérative culturelle donc, avec la Sur-Cèze, qui a été créée en 2017. C'est une salle donc, de 450 places qui, depuis 2020, là aussi, remplit les concours d'accompagnement artistique et d'action culturelle, c'est-à-dire qu'on va amener la musique et la culture à toutes sortes de publics autres que juste le public qui va au concert. Donc, moi, je m'appelle Ben. À la MOBA, je suis chargé d'action culturelle et d'accompagnement artistique. Donc, je m'occupe de mettre en place des partenariats typiquement avec le lycée ici pour venir faire découvrir soit de la culture, soit des spectacles, soit de la création à plein d'autres publics, des enfants, des anciens, des handicapés, des gens qui n'ont pas accès à la culture parce que des problèmes d'isolement sociaux, des problèmes économiques, etc. Donc, le but, c'est de permettre à tout le monde d'accéder à la culture. Et l'accompagnement artistique, ça consiste à accompagner les pratiques musicales, amateurs, semi-amateurs et professionnels dans le territoire. Donc, c'est-à-dire que la MOBA est pour les musiciens un lieu où ils peuvent venir avoir des infos, enregistrer, se produire, avoir des conseils, des rendez-vous personnalisés, etc. Et on a également une lumière d'artistes, donc des artistes qu'on suit qu'on accompagne un peu sur le long terme pour les aider à développer leur projet, à développer leur carrière, à réfléchir, etc. Et donc là, on a 5 artistes à la MOBA pour l'instant. Et voilà, et je vais laisser Valentin du coup se présenter aussi. Bonjour, Valentin. Pareil, à la MOBA, je suis assistant de direction. Donc, contrairement à Ben, je touche très peu au côté artistique. Moi, je suis dans les bureaux, je fais des factures, les devis, les demandes de subventions. C'est moi qui vais essayer de chercher de l'argent et de partout. À l'heure actuelle, il y a tout qui change. Les nouvelles lois, les nouveaux décrets, c'est pas fini en fait des gens. Combien de droits de faire, plus de droits de faire, tout ça, c'est moi qui vais chercher des infos qui leur donnent à tout le monde. C'est ça. Ok, donc on va vous faire une petite présentation de ce qu'on peut avoir comme métier dans la musique et les différents moyens d'y arriver. On va vous présenter un peu l'écosystème, comment ça marche, le monde de la musique en général. Tu peux rester encore un peu sur l'intro, s'il te plaît, Serge, parce que du coup, j'ai quand même dire 2-3 trucs en introduction. C'est vrai que là, on va vous parler de formation, etc. Je vais dire direct que c'est vrai que la musique, c'est pas le métier, c'est pas du tout la filière dans laquelle tu fais des formations et dans laquelle tu arrives après ta formation entre un boulot. Ça marche pas tout à fait comme ça. C'est vrai que c'est aussi un métier qui c'est pas le plus rentable, c'est pas celui qui va donner le plus de temps. C'est vraiment un métier souvent de passionné. C'est-à-dire que tous les gens qui bossent là-dedans, c'est des gens qui ont depuis quand même un certain temps une appétence vraiment importante avec la musique et avec le besoin de le faire. C'est aussi un métier qui, comparément à ce qu'on croit, et il y a énormément de métiers différents et de spécialités qui sont aussi très différentes. Il y a des tonnes de différents stades, en fait, de différents domaines, et en particulier dans les techniques, ça peut aller vraiment très très loin dans la sophistication des systèmes qu'on utilise pour mettre en place des spectacles. Il y a vraiment beaucoup de trucs en informatique, en lumière, en son. Enfin, ça peut aller très loin. Il y a des compétences aussi qui sont très diverses. C'est aussi un métier où on va vous présenter plein de métiers, mais s'il y a une particularité dans le monde de la musique, c'est que souvent les gens cumulent plein de compétences différentes, de casquettes différentes. Donc on va avoir des gens qui sont un petit peu ingénieurs du son, qui vont être un petit peu artistes, qui sont aussi un peu écrivains, mais qui font aussi un peu de travail avec des élèves pour faire des créations, etc. Souvent, ou alors un mec qui est machiniste et éclaireur, mais il est aussi compositeur à côté. Et souvent, on va souvent retrouver de multiples casquettes autour de même personne. On va passer aussi un peu, vous verrez un petit peu au fil de la présentation, c'est un peu inhérent à tout l'écosystème de la musique. Oui, donc ça, je l'avais déjà dit tout à l'heure, donc c'est effectivement pas le métier le plus simple, ça réclame souvent beaucoup de sacrifices. C'est vrai que c'est comme la restauration ou comme certains métiers dans le médical ou quoi, on a une tendance à travailler beaucoup quand les autres ne travaillent pas. Donc c'est aussi un truc qui est à prendre en compte. On travaille le soir, on travaille les week-ends, on travaille pendant les vacances, on travaille pendant l'été. Donc c'est un point quand même qui est à prendre en compte.
Qu'est-ce que j'avais noté? Il y a aussi un gros imaginaire collectif autour des métiers de la musique, c'est-à-dire qu'on voit immédiatement les stars, les autres connus, les gros spectacles, etc. Ça nous donne à penser, ça nous donne à imaginer une certaine réalité qui n'est pas tout à fait vraie, mais qui n'est pas tout à fait fausse non plus. Mais disons qu'en dehors des grands trucs qu'on voit à la télé, des grands stars sur scène, il y a aussi tout un écosystème et un maillage hyper important d'artistes plus petits, d'artistes différents, de différentes formations, de différentes disciplines, le théâtre, la peinture, etc. Donc, souvent, ça se croise aussi dans les milieux de l'art. Les musiciens font aussi des fois du dessin, il y a aussi il y a besoin de visuel, de peinture, de création visuelle dans la musique. Donc tout ça se touche beaucoup. Pareil, au niveau des métiers du cinéma, de la photo, c'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs, on va avoir des métiers qui sont très similaires entre la musique, le tournage, le bruitage, etc. Il y a plein de trucs comme ça. Donc voilà, c'est un métier de passion et bon, en général, de toute façon, quand tu aimes ça et quand tu as envie de faire ça, tu as du mal à t'en empêcher quand même. Donc tu es obligé d'y aller. Ok. Eh ben, du coup, on va commencer. Et du coup, là, le choix qu'on a fait, c'était de vous présenter un peu de trucs sur partir d'un truc très concret, à savoir qui travaille lorsqu'on écoute une chanson pour arriver de cette question-là à où est-ce qu'on pourra aller. Bon, alors là, du coup, je n'ai pas réussi avec les énonciations dans le truc, mais du coup, il y a les réponses qui sont déjà là. Je ne sais pas si là, vous aviez déjà plus ou moins cette idée-là. C'est-à-dire que quand tu écoutes un morceau, là, j'ai mis 5 métiers plus ou moins qui ressortent. Donc, on va avoir l'auteur et le compositeur, donc qui sont les personnes qui vont écrire et composer la musique. On va avoir l'interprète, c'est celui qui la chante, qui souvent est d'ailleurs le même que l'auteur et le compositeur, mais ce n'est pas forcément obligatoire. On va avoir donc un studio d'enregistrement qui va produire, qui va fabriquer, qui va enregistrer le support, qu'on appelle le support. Le support, c'est le morceau qui soit sur une plateforme de streaming ou sur un CD. On va appeler ça un support, ça s'appelle, dans le métier, ça s'appelle un phonogramme. Donc, c'est un nom qu'il va falloir retenir. Il y a le producteur, donc ça, c'est la structure qui va vraiment permettre la création du produit et sa distribution. Et le distributeur, comme son nom l'indique, bien sûr, distribue la musique au niveau du public et au niveau des gens qui vont l'acheter. On va revenir un peu en détail du coup sur chaque truc. Donc on va avancer donc, à la diapo d'après pour s'intéresser à la partie artistique, la partie création. Alors, quand on écoute un morceau, du coup, on part, souvent il y a un interprète principal, donc un chanteur qu'on connaît, enfin, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, c'est lui qui va se charger d'incarner la chanson. Et qui va donc l'interpréter, c'est lui qui va être visuellement impliqué, c'est lui qui va être en général sur scène, sur le clip, sur la pochette de l'album, c'est la personne qui la chante. C'est pas forcément la personne qui l'écrit, parce que souvent il y a plein de gens qui vont travailler sur une même œuvre, souvent des fois il y a même plusieurs auteurs, il y a plusieurs compositeurs ou beatmakers. Je pense que j'ai pas besoin non plus de passer trop de temps sur ce que c'est un compositeur, vous imaginez bien que c'est le mec qui compose la musique. Le beatmaker, c'est plus ou moins la même chose, avec une touche un peu plus moderne, dans le sens où avant, il y avait des compositeurs qui préparaient les œuvres pour un ensemble de musiciens. Aujourd'hui, avec les technologies actuelles, on a plutôt des beatmakers qui sont en général tout seuls chez eux et qui, avec des plugins, peuvent arriver à préparer leur composition entière. À voir, parce qu'il existe aussi, des fois, on prépare des morceaux avec des instruments virtuels sur l'ordinateur, et après, on va les faire réenregistrer en studio par des vrais instruments dans un objectif d'aller récupérer un son, une identité sonore particulière. Et dans ce centre de création, on a aussi le manager d'artiste, ou du moins le manager ou directeur artistique, on va mettre ça dans l'équipe artistique de l'artiste, qui va, lui, le manager, c'est celui qui va gérer tout l'aspect professionnel d'un artiste. Et donc, en général, quand on va faire de la création, c'est le manager, le producteur, l'auteur, l'artiste vont tous se mettre d'accord pour se dire, OK, ensemble, on va faire ce projet-là. L'objectif, c'est d'arriver là et là et là. On va devoir faire ça, 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 faire appel à tel musicien, faire appel à tel compositeur, à tel auteur, à tel réalisateur de clip pour ce morceau. Et une fois qu'on a mis ensemble donc, tout un projet, c'est là qu'on va lancer la prochaine étape qui va du coup être la réalisation de l'idée de l'œuvre. Parce que là, du coup, on est bien en train de créer une œuvre, une chanson, et ensuite on va passer à la réalisation. Alors,
réalisation, souvent, ça se fait dans nos studios. C'est pas tout le temps vrai, parce que des fois, il y a aussi des réalisations qui sont en live. Des fois, on va enregistrer dans des endroits un peu différents, mais majoritairement, on reste dans nos studios. Dans nos studios, là, on va rassembler, en général, du coup, le studio, je ne l'ai peut-être pas mis dans le bon sens là. L'équipe artistique s'est réunie pour décider qu'ils allaient faire une chanson, créer une œuvre. Et là, en général, il va intervenir un producteur qui est souvent un maison de disques et qui va, lui, amener les moyens financiers et techniques pour qu'on réalise cette œuvre. Donc là, à ce moment-là, le producteur ou le label, il va donc faire appel à un studio. Dans un studio, il y a donc un technicien, un ingénieur du son. Je vais commencer direct par là. Donc, ingénieur du son, c'est évidemment un mot qui est très mal employé, puisque du coup, un ingénieur du son n'est pas du tout ingénieur au sens c'est d'une école d'ingénieur. C'est un terme qui est un peu ancien. Pour être très juste, on pourrait plutôt parler de technicien du son. C'est donc le technicien du son va lui enregistrer le morceau. Donc les musiciens vont jouer ce que l'artiste, le producteur vont demander. Et le technicien va faire en sorte de mettre tout ça en harmonie dans une chanson et l'enregistrer. J'ai rajouté aussi le réalisateur ou le directeur artistique. Souvent, le réalisateur ou le directeur artistique, c'est quelqu'un qui est mandaté plus ou moins par le producteur ou qui est plutôt dans l'entourage en général de l'artiste, ou c'est une volonté de l'artiste de travailler avec un directeur artistique. Ça, c'est une personne qui va permettre de cadrer les idées de l'artiste, les volontés de l'artiste, pour les amener à la réalisation. Donc, en gros, il va aider l'artiste dans son processus d'enregistrement, dans son processus de propos artistique, pour l'aider comment dire. C'est comme si l'artiste était un espèce de diamant brut, et le producteur et le réalisateur, ou le directeur artistique, sont tous des gens qui vont amener les manières de polir le diamant, afin qu'à la fin, on ait un diamant qui soit bien joli, bien taillé, pour pouvoir le vendre. Du coup, c'est un peu un gros mot dans l'artistique, mais la musique demeure un produit qu'on produit et qu'on vend aussi à des gens. Et c'est aussi comme ça que tout ce petit monde peut vivre et manger. Donc, à cette étape-là, on a créé une musique qu'on a enregistrée, une chanson. Et donc, cette chanson, ensuite, on va passer à la phase d'après, qui va être la phase de production. Et donc là, qui est vraiment alors, mon système d'après, qui est le travail de la maison de disques ou du label. Voilà. Alors, dans une maison de disques, la maison de disques, sa vocation, c'est donc de produire des disques, de les commercialiser et d'en faire la promotion et de faire en sorte que ces disques soient le plus vendus et l'artiste le plus connu possible. C'est évidemment ça qu'on cherche à la base. Dans une maison de disques, on a souvent ce qu'on appelle un label manager, qui est un peu la même chose que le manager d'artiste, mais pour la maison de disques. C'est quelqu'un qui va organiser les différents artistes qui sont dans un label, quel artiste on produit, quel artiste on ne produit pas, quand est-ce qu'on produit, quand est-ce qu'il sort un album, quand est-ce qu'il va être en tournée, quand est-ce qu'il va être, pourquoi on fait ça, coordonner la promotion, la fabrication, etc. Donc, le label manager, c'est celui qui organise un peu tout le travail dans un label. Les deux s'accordent. Le label manager et le directeur artistique de l'artiste s'accordent et établissent un plan. Exactement. Donc, au sein d'une maison de disques, on va commencer à attaquer les métiers auxquels on ne pense pas forcément, mais donc, du coup, il y a beaucoup de graphisme et communication, surtout aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, où l'aspect visuel de la musique est absolument indispensable. Et donc, on a beaucoup de graphistes et de communicants qui réfléchissent à comment faire en sorte de rendre le meilleur propos artistique pour l'artiste qu'on est en train de défendre, ou pour l'œuvre qu'on est en train de créer. Un peu lié à ça, il y a le marketing et la promotion, qui évidemment ça est inhérent dans tout l'écosystème, mais bon, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, à savoir comment on market un artiste, c'est-à-dire comment on taille l'artiste pour qu'il corresponde à un marché, qu'il corresponde à un type de public. Et donc, ça implique toute une réflexion de savoir, on dit souvent dans la musique, on dit à qui on vend. Donc, c'est-à-dire, c'est important de savoir que si tu es Orelsan, si tu es Joule ou si tu es Douane, ce n'est pas les mêmes gens qui s'intéressent à toi. Et de manière, pour parler à ces gens-là de la meilleure manière, de la même manière que les industriels font des paquets de gâteaux à destination des écoliers, parce que c'est plutôt les écoliers qui vont les acheter, bah, il y a un peu cette idée-là dans les albums aussi.
où bah oui, le One, elle ne va pas faire une prochaine album avec des photocross comme ça dans une cité à Marseille, alors que ça va plus correspondre au public qui va écouter Joule, par exemple. Donc il y a toutes ces questions-là, et ça, mine de rien, en vrai, ça représente quand même beaucoup de travail, et surtout dans un monde musical qui aujourd'hui est absolument saturé. C'est-à-dire que là, concrètement, vous n'auriez pas assez d'une vie pour écouter toute la musique qui est sur Spotify. Donc, dans un monde où il y a énormément d'artistes, énormément de choses, c'est quand même très important de faire attention au marketing et à la promotion, et ça, c'est clairement les secteurs qui vont se développer dans l'avenir. Pareil, ça touche aussi au streaming. C'est avec les streaming, les réseaux sociaux et tout ça, c'est des outils qui sont extrêmement complexes, extrêmement complets, mais du coup, qui nécessitent quand même beaucoup de capacités, beaucoup de compétences pour les utiliser et les mettre à disposition des artistes. Donc ça, c'est clairement un truc, un secteur d'avenir. Ensuite, on a la fabrication et le merchandising. Alors ça c'est toujours d'actualité, mais c'est un peu la partie héritée de l'ancienne industrie du disque. Donc, à savoir, à l'époque, on pressait des disques, on pressait des livres, des t-shirts, des goodies, etc. Et donc, tout ça, c'est en principe le label qui s'en occupe. Donc, lorsqu'il a fait toute sa production, il va aller poster des vinyles, des CD, et ça, on va ensuite les mettre en vente. Aujourd'hui, il y a toujours de la fabrication, ce n'est pas les mêmes échelles, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, pour un artiste de bagnole, tu fabriquais 5000 disques et tu les vendais un peu à tous tes concerts, etc. Aujourd'hui, on vend plus de disques, on vend quelques vinyles, et donc aujourd'hui, des artistes comme ça, ils vont plutôt faire des petites séries de 100 vinyles et les vendre à quelques personnes qui sont très fans, donc plus de grosses fabrications. Donc ça aussi, c'est un gros secteur qui est en train de changer, mais en même temps, on a toujours quelqu'un qui est fan de l'artiste, on a toujours envie d'avoir le t-shirt de l'artiste, d'avoir des CD, des goodies un peu personnalisés. Et donc ensuite, tout l'aspect mise en vente, donc bon, on y est déjà revenu un peu avant, mais donc pareil, du coup, c'est les disquaires que vous avez à la FNAC, à Leclerc, etc. Tout ça, c'est une chaîne d'approvisionnement qui passe par différents intermédiaires entre le label et les mises en vente, et c'est le travail du label de mettre en vente. Donc, à aller jusqu'à faire des opérations promotionnelles pour que tu aies un petit tête de gondole dans la FNAC pour mettre en avant ton album. Pareil, avant la mise en vente, il faut préparer des fiches où tu expliques à la FNAC que j'étais l'album qui sort, c'était l'artiste, il va faire la tournée de temps à temps, il y a tel média qui va parler de lui, donc voilà, c'est intéressant de mettre l'album en vente dans le magasin. Il y a toute une négociation et tout un monde là-dessus qui ressemble un peu à la grande distribution, mais du coup qui est quand même une grosse part du business, entre guillemets, même si, encore une fois, à l'heure où on vend de moins en moins de disques, il y a de moins en moins de physique, on est quand même sur la réduction un peu de tout ça, mais qui est supplanté par le streaming, du coup, qui prend toute la place du marché, et qui aujourd'hui, pour les grandes maisons de disques en France, le streaming, ça représente quand même 85% de leur chiffre d'affaires, donc c'est quand même vraiment énorme. Donc là, sur l'aspect digital, il y a vraiment tout aussi un secteur un peu d'avenir comme le marketing des artistes. Donc là, on a mis en vente notre musique. Et donc là, j'avais fait une petite diapo aussi donc, sur le marché pour bien distinguer donc, le marché physique, où on va avoir tout ce qui est vinyle, CD. Aujourd'hui, on a des cassettes aussi, comme à l'époque, des clés USB. Il y a une variété très large de supports. Et le streaming, qui, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, on en a déjà parlé, qui est quand même aujourd'hui le gros truc central de la découverte de la musique en général, mais aussi du coup de la rémunération, mais beaucoup de la découverte des artistes. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais YouTube est la plateforme où on découvre le plus de musique dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est même pas Spotify ou Deezer où on découvre des artistes, c'est vraiment sur YouTube. Donc il y a vraiment plein de questions et des grosses réflexions autour de ces supports-là. Il y a des artistes qui préfèrent, par exemple, les vinyles. Il y a une explication, c'est la pureté du son. C'est éventuellement le fond un peu craquant s'il y a. Il y a ça. Après, chacun il trouve son truc, c'est aussi l'objet. Hein, des fois, tu as des vinyles que tu n'écoutes pas spécialement, mais comme c'est l'objet d'un artiste pour lequel tu as une affection particulière, c'est de l'avoir en grand, de bien voir où tu peux lire tout, quel musicien a été enregistré où, dans quel studio, dans quel truc. C'est aussi une mine, c'est des fois pas que pour le son, c'est vraiment, il y a un truc d'objet
et de mystification un peu des artistes. Quoi. Ça fait partie du truc. Mais bon, ça dépend de l'esthétique de l'artiste aussi. Hein. Tous les styles musicaux ne vont pas faire des vinyles. Voilà. Enfin, désormais, il y a beaucoup de rap, surtout le rock à l'époque, qui marche toujours. Mais un petit peu moins, toi, par exemple, du Louane, je suis pas sûr qu'elle fasse énormément de vinyle. C'est un peu coupé. Mais oui, mais comme par exemple, Joule, pas de vinyle. Léo Orelsan, pas de vinyle. Ça dépend de ce qu'il a cible, ça dépend de la marketing. Et donc, une fois qu'on a fait un CD et qu'on a commencé à lancer la promo dans la distributeur, on va essayer d'aller faire un concert. Donc, c'est la Valentin qui est la partie concert. Et ben ouais, donc maintenant qu'on a fait le CD, le but c'est de vendre beaucoup de CD pour faire connaître l'artiste. Et pour faire connaître l'artiste, il faut aussi vendre beaucoup de CD avant de pouvoir faire des concerts. Le serpent qui se mord la queue, c'est très très compliqué à mettre en place. Mais bon, on a ce CD, donc pour faire les concerts, qui travaillent dans un concert, donc les techniciens, les organisateurs de la soirée et les artistes. Alors, on va aller un peu dans le détail. Donc l'artiste, lui, une fois qu'il a sorti son CD, l'artiste il est pris en charge par ce qu'on appelle un booker ou un tourneur, que vous êtes totalement à gauche. Eux, concrètement, c'est des commerciaux. Clairement, c'est eux qui vont vendre l'artiste aux salles de concert, aux festivals. Et donc, pour les vendre, il faut qu'ils connaissent le projet, qu'ils connaissent l'artiste, et qu'il ait pas mal de références pour pouvoir le vendre à des personnes qui ne connaissent pas le projet. Savoir cet artiste-là qui n'est pas connu, à quel artiste il se réfère. Si c'est plus de la pop, à la Céline Dion, si c'est plus du rap, à Joule, dans une salle. Voilà. Donc, lui, il vend le projet, il vend aux salles de concert. C'est un commercial. Commercial musical. Un commercial musical. Et une fois qu'il est vendu, donc il va vendre le musicien, mais il va en parler avec son manager. S'il y a un manager, il passe directement par un artiste. Il y a certains artistes qui sont capricieux. Il va mettre en place tout le côté technique, savoir combien de techniciens il faut pour gérer le concert. Est-ce qu'on vient avec un technicien son? Est-ce qu'on vient avec un technicien lumière ou pas? Tout ça, ça va apporter des coûts. Donc, ça va donner ce qu'on appelle un coût plateau, donc un plateau artistique de combien il va coûter. Donc, c'est le prix du manager, du musicien et des techniciens, plus il faut payer quand même le commercial musical du cœur. Donc, tout ça, ça va faire un chiffre. Et ce chiffre-là, il va pouvoir évoluer en baisse ou en hausse en fonction de ce que la salle, le festival est prêt à mettre pour cet artiste. Donc, ils ne sont pas obligés de prendre tous les techniciens pour chaque date. Après, les choses sont quand même faites pour travailler avec autant de techniciens, donc on ne peut pas tous les enlever, mais sur la plupart des choses, on switch plutôt le technicien light, le technicien lumière, plutôt que le son. Après, il y a la taille de la salle. Donc, voilà, le prix. Voilà. Il y a 3 techniciens. C'est un lumière, 12 mecs pour démonter les décors. Après, ça évolue beaucoup. Jusqu'à du Madonna où il y a 60 poids lourds de décors, 200 personnes qui travaillent. Sur des artistes un peu plus émergents, il y a un technicien son et un technicien lumière. Le son, on va donner un chiffre, ça fait. Pour acheter le concert, pour le faire jouer chez vous, ça va coûter 1 000 €. Pour certains, c'est un peu cher, donc on va enlever le technicien lumière, on va en passer de 1000 à plus de 800. Donc il y a quand même des variables, mais les variables, ça dépend vraiment du projet, de la notoriété du projet, on ne peut pas tout enlever partout. Donc il va proposer aux organisateurs. L'organisateur, une fois que lui, il a signé le contrat, il va accueillir le projet du concert. Donc ça y est, c'est officiel, on a signé, on verra après. Lui, ce qu'il a à gérer maintenant, ça va être en priorité la communication et sa billetterie. Sa billetterie, c'est facile. Si c'est un festival ou une salle de concert, il sait le nombre maximum qu'il a le droit de vendre de billets. Donc on sait toujours que dans une salle de concert, par exemple à la Moba, elle fait 450 places. Nous n'avons pas le droit de vendre 450 billets. Parce que dans les 450, c'est la jauge maximale de la salle. Donc elle compte les artistes, les techniciens et tous les bénévoles en plus. Donc à peu près, dans la salle, on est en vente à peu près 400 billets. L'artiste a très vite 10. Nous, on arrive peut-être à 10 ou 15. Voilà. Déjà 20-25 personnes, alors que la salle est toujours pas ouverte. Donc, puis après, toute la communication, donc pareil sur les réseaux sociaux, récupérer les affiches que le booker a envoyées à la salle pour aller les coller un peu partout. Les communications réseaux sociaux, les communications auprès des radios, des télévisions, de tous les médias,
veut. Il y a aussi ce qu'on appelle un chargé de production, qui, une fois que la date est validée et signée, lui, il va prendre le contrat et il va voir dedans combien il y a de personnes. Et en fonction du nombre de personnes, il va pouvoir choisir l'hôtel où ils vont. Et en fonction de. Puis après, dans le contrat, il y a aussi le nombre d'étoiles que doit avoir l'hôtel. Si c'est un Maria Carrel, l'hôtel est plus cher, 100 km. Il n'y a pas de. Mais en général, les artistes prennent. C'est leur métier, donc ils ne vont pas dormir n'importe où en tente, en car. Ils vont quand même des petits hôtels, un petit déjeuner de matin. Voilà. Et lui, avec tout ça, il va avoir aussi la gestion des plannings. Donc, à quelle heure commence le concert, tout ça c'est déjà géré avant, mais lui, en fonction de l'heure à laquelle arrive le concert, ils disent aux artistes d'arriver à tant de temps avant pour pouvoir s'installer et pouvoir faire les balances, pour pouvoir brancher tous les instruments et pour pouvoir mettre la mise à niveau de tous les instruments par rapport au son de la salle. Donc tout ça, pour une ouverture par exemple à 20h, on fait arriver les artistes, on les fait arriver à 14h, surtout quand il y a deux groupes. Donc, on commence par faire la technique du groupe qui joue en dernier. Et puis la scène d'ouverture en dernier, non, en premier, le premier qui joue en dernier. Et puis voilà, ça fait arriver les gens à 14h, il y a toujours 1h30, le temps de s'installer, le temps de faire les balances et tout. Il passe assez vite. Ouais. Le chargé de production, globalement, c'est le côté logistique. Ouais, à l'intérieur, c'est celui qui va gérer toute la logistique de comment va se dérouler la journée, la soirée, les horaires, les repas. Une fois que c'est signé, c'est lui qui voit avec le booker à quelle heure ils arrivent, où est-ce qu'ils mangent, s'il y a des végétariens ou quoi, donc il essaie de s'adapter tout le temps, où est l'hôtel, comment ils vont à l'hôtel, le temps de trajet, les horaires, les techniciens, absolument, il gère absolument. Donc, puis voilà, tu retrouves aussi les techniciens, en plus des techniciens du groupe, il faut aussi des techniciens de la salle. C'est-à-dire que le technicien du groupe, il sait sûrement comment utiliser la machine son, mais ce n'est pas lui qui va l'allumer ou machin, c'est le technicien son, c'est son petit bébé à lui, donc il va l'allumer, faire tous les pré-réglages, et après il donnera. Pareil pour la lumière, il y a un technicien qui va s'occuper le technicien d'accueil, qui va gérer l'accueil du groupe et la technique, et qui va leur donner toutes les cartes en main pour que ça puisse se passer au milieu. Et nous avons aussi donc, le plus important, le programmateur, donc, qui intervient avant même que le contrat soit signé. Le programmateur, ce n'est pas un métier en soi, je ne sais pas qu'il y ait des formations de programmateur. Voilà, non, c'est pas sûrement pas. Voilà, donc un programmateur, tout le monde ne peut pas devenir programmateur, c'est compliqué, il faut être absolument musique. Savoir une culture musicale, c'est fun, savoir ce qui va marcher, savoir pourquoi ça marche. Est-ce que c'est parce que la fille qui chante des nouvelles voix, ou le monsieur qui chante des nouvelles voix, ou est-ce que c'est la production de la musique derrière? Est-ce que l'ensemble marche? Est-ce qu'il y a des défauts? Est-ce qu'on travaille des trucs? Voilà. Le programmateur, du coup, c'est celui qui choisit ce qui passe comme artiste dans la salle, dans le festival, donc c'est lui qui va négocier avec les tourneurs, qui va dire moi je pense que dans mon festival, il faut qu'on mette tel artiste, c'est lui qui va négocier ça. Lui qui choisit, il choisit selon des critères. Donc ça veut dire que c'est lui qui est garant du remplissage de la salle, du succès de la soirée. C'est le programmateur qui veut savoir, c'est lui qui doit influer les tendances, qui va sentir que tel artiste va faire un gros boom, et donc on va se positionner sur cet artiste parce que c'est ce qui va ramener du monde dans notre salle, et que ça va amener au rayonnement global de la salle et de l'événement. Donc, les nouvelles esthétiques qui vont avoir le fait de connaître beaucoup, d'avoir beaucoup de culture musicale et d'avoir aussi beaucoup de. Ouais, c'est ça. C'est vraiment compliqué. Si vous y arrivez, le conseil, c'est extraordinaire. C'est pareil. Ensuite, une fois arrivé à la salle, voilà, les garants du bon déroulement, il faut la salle. Là, il faut un technicien son, comme je vous l'ai dit, donc, qui va préparer tout le son, tout ce qu'il faut, tous les câbles qu'il faut sortir, quel câble pour quel instrument, voilà, tout ce qu'ils sont. On a même pour la lumière, voilà. Je suis faire l'illustration. Ouais. Voilà, eux c'est des techniciens, donc ils vont vous allumer la console, ils vont gérer le matériel en fonction de ce que vous avez besoin, et puis après, ils vous donnent accès à ce que le technicien de groupe va demander. C'est l'ambiance la MOBA? On aimerait bien, mais pas tout à fait encore. C'est pas assez grand.
Mais comme c'est comme ça. Ah ouais. Oui, donc on a un régisseur, donc le régisseur de la salle, lui, il ne s'occupe pas de la technique, mais de tout le reste. C'est-à-dire que quand il y a une billetterie, c'est lui qui va gérer un petit peu la billetterie. Au moins... c'est le chef des techniciens, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis on n'oublie surtout pas la partie sécurité qui est la plus importante et la partie obligatoire. Je suis allé un peu trop. Voilà. Donc, sécurité, donc on pense aux agents de sécurité qui sont à l'entrée des concerts et des festivals qui font les foules ou non. Puis on pense aussi aux extincteurs et à tout ce qui peut permettre le bon déroulement de la soirée dans les meilleures conditions d'accueil et de sécurité. Et voilà, parce que nous, derrière, on est quand même dans des endroits où on accueille du public et donc on a, en tant qu'organisateur, la responsabilité est-ce que tout le monde soit qu'il n'y ait pas de danger, qu'il n'y ait pas de problème d'incendie, des problèmes d'électricité, parce qu'on travaille quand même avec des gros voltages d'électricité pour la musique. Donc il faut quand même être responsable là-dessus et voilà. Et en plus, c'est pénalement très risqué de faire n'importe quoi sur ce sujet-là. Très vite monter à des centaines de milliers d'euros sur la classe prison. Assez vite. Voilà, très vite, dès qu'il y a un peu d'erreur. On ne passe pas par la case départ. Non, normalement, on ne peut pas y avoir d'erreur. C'est ça. Voilà, ça, je trouvais ça intéressant de vous le montrer parce qu'on a en haut toute la partie salle de concert festival que je vais vous présenter, les organisateurs, et la partie du bas, donc la partie booking qu'on vous a présenté juste avant. Donc, c'est le seul moment où, dans le circuit de la création, au passage de la musique sur scène, c'est le seul moment où il y a deux entités, deux métiers bien différents qui discutent. C'est-à-dire qu'une fois que le CD il est enregistré, il y a très peu d'échanges entre le gars qui a enregistré le CD et le gars qui va le vendre. Ce n'est pas du tout le même métier, il ne gagne pas d'argent du tout de la même manière. Là, entre le booking et la salle de concert, plus il y a de monde dans la salle, plus ça gagne d'argent partout, plus ou moins. Le booker va vendre un peu plus de CD ou de merchandising, et puis les places de concert, ça va avoir plus devant du monde. Donc, eux, ils discutent. Donc, le programmateur, il discute avec le booker pour gérer quel groupe choisir, le tarif, les conditions, donc la durée du concert, 40 minutes, 1 heure, 1h30, 2 heures. Voilà, sur quelle scène ça passe, parce qu'il peut y avoir plusieurs scènes en fonction du festival ou aussi des salles de concert. Il faut que ça pour au moins 2 scènes. Donc, une grande scène qui fait en moyenne 800 000 places, c'est une club et en moyenne 400 places, 300 places à peu près, pour pouvoir programmer des artistes différents de plus haute ou basse notoriété et de faire jouer un maximum de monde, de faire découvrir au maximum de monde le maximum de styles. Voilà. C'est à peu près le programme. Donc eux, ils choisissent donc la date, la proposition, s'il y a une première partie ou pas, le booker pour proposer les premières parties, ou le programmateur, comme ça arrive souvent là-bas, il choisit des premières parties qui sont locales, pour faire jouer aussi pas que des gens qui travaillent à un niveau national, mais au moins des gens de point qui n'ont pas accès à un manager ou à un booker. Une fois que tout ça c'est fait, c'est envoyé à l'administrateur qui lui va passer son temps à contractualiser tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait sur le prix, sur les horaires, sur l'hôtel, sur si ça arrive en train, en avion, en bus, sur tout. Lui, ça va passer en contrat. Et une fois que tout ça s'est contractualisé, les deux parties le signent, entre les deux amis, les deux programmateurs de cœur, et une fois que ça s'est signé, c'est officiel, le concert va avoir lieu dans la salle. Donc après toutes les infos, ils vont au chargé de production directement, qui lui entend sur les horaires d'arrivée et de départ du groupe, le jour même et le lendemain. S'il y a besoin d'aller chercher à la gare, à l'aéroport, ou s'ils arrivent par leur tourbus ou leur propre voiture. Voilà, le lieu d'hébergement, l'hôtel, s'il y a un tourbus, la restauration, les régimes alimentaires spécifiques, s'il y a des véganes, des végétariens, des sans gluten. Tout ça, c'est lui qui sait, qui envoie les informations aux personnes dédiées. Pour que tout se passe bien, que le restaurateur il sache qu'il y a 3 végétariens, qu'il y a un sans gluten, qu'on ne se retrouve pas avec une allergie un soir de concert, ça ferait moyen. Et voilà, donc l'accueil des loges, pour préparer les loges, et surtout tout ce qui est demandé dans la fiche technique du groupe, ils demandent ce qu'ils veulent dans les loges, en plus de la fiche technique, par exemple, son de la lumière,
demandent, ils demandent toujours du coca, du bière, du snack, de quoi grignoter, parce qu'ils sont quand même là de 14h jusqu'à 1h, 2h du matin. Donc ils ont un repas le soir, ils ont l'après-midi, ils vont se grignoter le midi, ils se touchent. Sur les grosses tournées, quand on est sur des salles de 1000 places, quand on passe des plein ou quoi, les équipes elles arrivent en tournée à 1h du matin, là, toute l'équipe technique qui va monter le spectacle, faire les dialogues préparés, les artistes qui vont ensuite jouer, tester le niveau, donc les mecs qui mangent à midi, après il y a tout l'après-midi, après il y a le show, et après le show, ils vont tout démonter, tout recharger dans le camion, tout monter pour repartir faire le soundboard. Donc en général, les mecs, quand ils finissent, ils ont besoin de reprendre une douche, de se poser, de manger un peu et tout. Donc on est chargé de communication. Alors, comme on l'a dit, lui, il va relayer l'information du concert, la date, l'heure, le prix sur les réseaux sociaux, et il va aussi essayer de décrocher des interviews, ou au moins de faire connaître cette date au plus grand nombre, soit par les journaux, soit par les radios, par les télé. Parce que nous, on a fait des petits supports comme ça, des flyers, on distribue un petit peu partout, mais ça reste des flyers. Vous en avez absolument partout, et je ne sais pas si comme vous n'en prenez pas beaucoup dans tous les lieux où vous allez. Dans la boulangerie, il y en a des centaines. Dans les boulangeries que vous avez, il y en a des centaines. Il y a très peu de gens qui les prennent. Donc lui, son but, c'est de faire connaître la date et le concert à un grand nombre de personnes. Voilà. Ensuite, voilà, donc après, il y a tout un autre côté à gérer, c'est les bénévoles, les agents de sécurité, le recrutement des techniciens. Ça, il n'y a pas de personnes dédiées à ça. C'est une formation. Ouais, c'est pas de formation pour ça, puis ça se divise entre c'est souvent le chargé de production qui fait ça, mais ça se divise en fonction du nombre de personnes dans l'équipe, des connaissances de chacun et du temps de chacun. Voilà. Il faut absolument qu'il y ait des bénévoles pour gérer le bar et la restauration, si c'est pas professionnel, ça, il faut aller les chercher. Donc, il faut aller chercher des bénévoles, pour le bar et les approvisionnements, des gars qui sachent faire tourner le bar, des gars qui vendent les boissons, etc. Et ouais, on n'a pas parlé aussi de ce qu'on label de l'édition, de publishing. Donc, je j'ai fait un passage vraiment actuel, ça fait 50 minutes. Ouais. Alors, l'édition et le publishing, c'est un truc, c'est un milieu dans le milieu de la musique. Je ne vais pas pouvoir aller très loin là-dedans parce que c'est quand même. C'est assez compliqué et c'est. Donc c'est en fait c'est un domaine de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que lorsque tu écris une œuvre, tu composes une œuvre, tu en es détenteur du droit de la propriété intellectuelle. Et ça donne naissance à plein d'argent qui sont récupérés sur différentes utilisations de la musique. Donc quand on écoute de la musique en public, ça génère de l'argent. Et c'est récupéré par une entreprise, par une société de gestion collective qui s'appelle la SACEM. Donc, quand tu écoutes de la musique dans un bar, chez un coiffeur, dans le supermarché, à chaque fois, la personne qui diffuse la musique, donc le bar, le supermarché, le coiffeur, paye un petit peu d'argent à la SACEM, et la SACEM va redonner cet argent aux auteurs et aux compositeurs. Et autour de tout ça, il y a un grand métier qui s'appelle l'éditeur, et l'édition musicale, c'est la personne qui va gérer ses droits pour les artistes. Et c'est un milieu très complexe, et pour être franc avec vous, il y a des artistes qui ne comprennent toujours pas vraiment les différences. C'est un milieu un peu particulier, donc je ne vais pas y rester plus longtemps sur ce qu'on a déjà bien annoncé, mais il faut savoir que c'est quand même un truc important. c'est l'endroit où il faut se faire de l'argent. C'est un endroit où il y a pas mal d'argent. Mais c'est très compliqué aussi. C'est pour ça qu'ils ne comprennent rien. Alors, là, on voulait faire un petit point, je vais essayer d'être assez rapide aussi, sur le fait qu'on est quand même aussi dans une industrie, dans un monde qui est en grand changement avec le numérique. Et comme je disais tout à l'heure, la fin du disque, il y a à peu près une quinzaine d'années, ça a changé radicalement les manières de faire, les manières d'être connu, les manières de jouer, et même tous les métiers de la musique ont beaucoup changé. Et donc, il y avait plusieurs trucs qui, là, me paraissaient assez importants. C'est de dire que maintenant, on vit dans un monde où il y a un nombre de créateurs qui a explosé par rapport à avant, parce que la musique est devenue accessible à tout le monde, parce que tout le monde peut avoir accès dans son ordinateur, il y a plus besoin de payer des milliers d'euros pour aller dans des studios et avoir des techniques d'enregistrement de fou. Aujourd'hui, sur YouTube, tu trouves toutes les infos pour bien mixer. Et donc, il y a quand même beaucoup de créateurs, donc c'est quand même un milieu saturé, mais du coup, un milieu accessible, à l'inverse. Profusion de contenu, ça vient directement du fait que c'est un grand nombre de créateurs, donc il y a de la musique qui sort tout le temps, des vidéos qui sortent tout le temps.
Et la pluridisciplinarité, ça revient un peu à ce que je vous disais aussi en introduction. Les artistes sont souvent obligés de cumuler plein de casquettes différentes et on retrouve des youtubeurs qui sont aussi un peu influenceurs sur Instagram et qui sont aussi un peu publicitaires et qui font aussi autre chose à côté, qui vont aussi venir faire des interventions des fois. Donc, enfin, on est un peu obligé d'avoir de multiples compétences dans ce métier-là, c'est quand même un truc qui est assez important. Même si après tu peux aussi être dans un seul truc, mais bon, en général, les mecs un mec qui a de l'appétence pour mixer, un ingénieur du son qui adore mixer, de temps en temps, il aime bien aussi composer un petit truc, il aime bien aussi faire de la tournée, donc il y a ce truc de multi-casquettes et multi-compétences qu'il faut bien garder en tête. Ok, du coup là j'ai préparé plein de trucs sur les formations qui sont là en place aujourd'hui. En préambule, je vais bien avouer qu'il y a un petit problème, une petite contradiction avec le fait qu'on soit ici pour représenter des formations, dans le sens où les formations ne vous permettent pas forcément d'aboutir au métier, et pour faire ce métier, il n'y a pas forcément besoin des formations. C'est malheureusement un métier où il y a beaucoup de contacts et de trucs. Toutefois, après nous deux, on a fait plein de formations, mais souvent, ce n'est pas des formations qui viennent directement après le bac, c'est des trucs que tu fais un peu des formations professionnelles. Quand tu as commencé un peu à mettre les pieds dans le métier, tu vas aller te former pour te professionnaliser ou te perfectionner certains côtés. Donc, pour commencer, donc tout ce qui est les artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, que tu sois chanteur, musicien, beatmaker, choriste, et là-dedans, je vais même rajouter, je crois que je vais peut-être revenir après, mais tout ce qui est prof de musique, recherche en musicologie, en acoustique. Alors, la grande base, c'est évidemment le conservatoire, donc le diplôme national d'orientation professionnelle de musique, et le DEM, le diplôme d'études musicales, qui est quand même plus ou moins la grande base de tous les musiciens. Vous allez retrouver autant de conservatoires que dans les écoles privées. C'est le gros socle commun pour être musicien. Le diplôme d'État pour être professeur, c'est aussi indispensable. Sur les métiers de la technique, ingénieur du son, il y a des tonnes de BTS de métiers. Tous ces trucs-là, je les ai mis sur le site de l'UNICEF. Donc, vous tapez juste ingénieur du son, régisseur, technicien lumière, technicien son. Et en plus, c'est super bien parce que quand tu es sur un métier, ça te propose des métiers connexes, tu peux vite aller voir. Tu as tous les liens qui sont cliquables ou ça peut aussi montrer les régions dans lesquelles il y a cette formation-là. Donc, il y a des tonnes de diplômes, des spécialités. Après, voilà, comme je disais, c'est vrai que moi, je ne connais pas un seul technicien qui a fait cette formation. Mais dans l'absolu, ces endroits-là sont quand même aussi des endroits où tu vas rencontrer des gens qui vont te donner des opportunités de boulot, où tu vas apprendre à te professionnaliser sur le matériel, savoir comment ça marche, la théorie. Parce que mine de rien, la théorie, c'est pas un truc que tu apprends souvent sur le tas. Donc, c'est hyper important d'avoir un corpus de connaissances théoriques sur le son électronique, l'électricité, les règles de base, la sécurité. C'est hyper important. Donc là, il y a plein de, sur technicien lumière, il y a plein vous pouvez aborder par différents endroits, parce que la lumière, ça marche dans les métiers de l'image, dans le cinéma, dans le théâtre. Il y a l'électronique, c'est hyper important, parce qu'il y a toute la conception des produits, la vente des produits qu'on utilise. Donc c'est aussi il y a vraiment plein de trucs différents. Régisseur, pareil, régisseur, ça existe aussi dans le cinéma, ça existe dans le théâtre, ça existe dans la musique. Donc, il y a plein de possibilités différentes, de combinaisons différentes qu'on peut faire. Et encore une fois, vu qu'on est dans un métier très pluridisciplinaire, ce n'est pas du tout gênant. Il y a des gens qui vont du théâtre à la musique, de la musique au cinéma, du bruitage à la réalisation documentaire. Il y a plein de passerelles qui peuvent être faites. En général, ce qui est essentiel, c'est la motivation que tu as et les envies des projets que tu as à faire, et aussi la possibilité que tu as vis-à-vis du réseau que tu as. Organisateur, promoteur, donc là on était sur toute la partie organisation de concerts, de festivals, production de disques, agent d'artistes, attaché de presse, directeur artistique, etc. Tout ça, c'est la diapo d'après, donc c'est plus ou moins responsable de projet culturel, c'est la seule formation qui existe. Après, dans tous ces métiers, il y a beaucoup de formations pro, qui coûtent souvent un peu cher, mais qui sont souvent prises en charge par Pôle emploi ou par le CPF, donc il faut quand même aller voir. Et je n'ai pas relevé les formations pro parce qu'on a trop, et des écoles qui sont des fois très bien, des fois très pas bien, pour faire attention. Là, pour les responsables de projets culturels, ça va passer beaucoup à la fac. Donc, c'est quand même quelque chose assez classique, mais qui permet de maîtriser quand même un nombre d'outils et un fonctionnement de l'écosystème qui est quand même hyper important. Moi, ça, je ne l'ai pas fait. Je vais vous dire que je galère un petit peu à rattraper beaucoup le retard. Professeurs et chercheurs. Donc là, pareil,
il y a beaucoup de recherches dans la musique, les acousticiens, c'est-à-dire comment se comporte le son dans une salle pour sonoriser plein de trucs. Ça va toucher plein d'enjeux, l'acoustique, mais aussi le bruit des trains sur le bord de la route, le bruit des autoroutes, il y a des tonnes d'applications de l'acoustique. Et il y a aussi des recherches en musicologie, c'est-à-dire comment, dans telle culture, la musique s'exprime, comment les gens utilisent la culture. Il y a des tonnes de questionnements sur la musique en université qui méritent un peu d'attention si on s'intéresse. Et après, du coup, j'ai fait une petite diapo sur les autres, parce qu'il y a aussi plein de métiers qu'on n'a pas, enfin, qui ne sont pas directement en principe, des fois, vers la musique, et tous les métiers que je n'ai pas pu parler. Mais il y a aussi des comptables, des agents de sécurité, les chargés de com, des maquilleurs, des tweeters, il y a des gens qui passent leur vie à faire des tweets, à enregistrer des tac pour les films, pour les documentaires, etc. Journaliste musical, ça existe aussi, il y en a besoin. Il y a toute la partie aussi facteurs d'instruments, donc les luthiers, les facteurs d'orgue, les accordeurs de piano. Tout ça, c'est aussi plein de métiers, bon, effectivement, qui sont de moins en moins présents, mais qui sont toujours présents et dont on aura toujours besoin. Des mecs qui savent construire des guitares, réparer des pianos, fabriquer des costumes, etc. Il y a une pléiade de métiers créatifs autour de la musique. Pour lesquels il n'y a pas vraiment non plus de formation, c'est juste de prendre une question de passion. Mais voilà. Ok, bon, du coup, on a quand même bien traîné. Toutefois, si vous avez 2-3 questions ou des trucs où vous avez besoin d'éclaircissement, je suis tout oui. Ouais. Ouais, Onicep, tu tapes musicien ou technicien du spectacle et tu vas trouver des fiches métiers. Dans les fiches métiers, tu as toutes les formations et sur chaque formation, tu vas cliquer sur un lien où il y a les lieux, les centres de formation qui les proposent pour voir au niveau géographique tout ça se passe. Merci, c'est très intéressant. Super. Et une petite question quand même. Moi, pas spécialement. Pas spécialement, mais je pense, enfin, moi personnellement, j'ai découvert énormément de choses. Ah ouais? Ah ouais, là, franchement, j'avais du mal à faire le lien de ce qui tourne en amont autour de l'artiste et ce qui tourne après, à savoir la maison de production. Les deux tableaux que tu as montrés mais sont géniaux parce qu'en fait, on va retrouver des similitudes ou des professions identiques, mais c'est vraiment deux parties très différentes. Ça. Et la conclusion de tout ça, l'amalgame de tout ça, il ne doit pas être facile. Et quand moi j'entends un artiste, ce n'est pas forcément lié à sa création, parce qu'il y a peut-être des artistes qui ont 20, 30, 40 chansons d'avance ou créations d'avance, mais on entend très souvent, moi je mets 2, 3, 4 ans pour aboutir au produit final. Et là, moi aujourd'hui, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de temps qui se passait pour préparer. C'est énorme, quoi. Voilà. Donc ça, ce sont des plateaux, moi personnellement, que j'ai découverts et j'ai trouvé très très intéressant. Hein. Donc la musique, le spectacle vivant, on dit oh, bah oui, c'est pas grand chose. Mais c'est un complexe extraordinaire, quoi. Quand tu parlais de logistique, mais le gars de la logistique, il est. C'est des prises de tête terribles, quoi. C'est le régisseur de tournée de Goran Bregovic. Donc, Goran Bregovic, ils sont 12 sur scène et les mecs, ils habitent dans 6 pays différents en Europe de l'Est. Donc, lui, quand il a une date, il doit ramener 12 mecs qui habitent dans 12 pays différents. Visa, billets d'avion, billets de train, taxi, que tout le monde arrive au même endroit pour aller dans un concert pour le rire. Il y a s'arracher un peu les cheveux. Écoutez, messieurs, spectateurs, merci. Mais je pense que ça, je sens à vos yeux que vous avez aimé et apprécié ce discours. Et moi, je ne peux remercier que Ben et Valentin parce que vraiment, ça a été très précis, ça a été très détaillé et en un temps record. Donc, comme je voulais demander, vous m'avez autorisé à publier ce diaporama. Donc, dès ce soir, vous pouvez le retrouver sur le site JMF Bagnole, formation, etc. Vous connaissez l'arborescence. Et donc, merci pour cette prestation. Merci. Et j'ai beaucoup apprécié votre contact,
votre gentillesse et votre accessibilité. Hein, c'est Grand plaisir. vraiment super. Et puis, on se donne rendez-vous à la MOBA. Ben, c'est ça. C'est ça. Du coup, d'ailleurs, n'hésitez pas. Du coup, à la MOBA, si jamais vous avez d'autres questions ou quoi, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est très ravis d'accueillir les gens tout le temps. Super, merci beaucoup. Avec Allez, plaisir. merci.